Dimanche 23 décembre, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de votre édition. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ouest-africaine s'est réunie hier samedi en sa 54e session ordinaire à Abuja au Nigeria pour statuer sur la vie de l'espace communautaire, notamment l'approbation du budget de la CEDEAO au titre de l'exercice 2019, un sommet auquel a pris part le président Alassane Ouattara. C'était Noël avant l'heure pour 3000 enfants du district d'Abidjan et c'est Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui s'est substituée au Père Noël. Elle a passé une journée de rêve avec ses invités et a offert à chacun d'eux un cadeau. Restez avec nous, vous le verrez dans 5 petites minutes. Un tsunami est survenu après une éruption volcanique en Indonésie. Au moins 222 personnes ont été tuées, des centaines blessées et 28 autres personnes sont portées disparues. Ces nombres devraient encore augmenter alors que le gouvernement n'a pas encore d'informations sur certaines localités touchées. La taxe foncière est un impôt local dû chaque année par les propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qu'ils en soient pleinement propriétaires ou usufruitiers. Le directeur général des impôts a rappelé aux propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins que la 4e fraction de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2018 devait être acquittée au plus tard le 15 décembre 2018. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 décembre. Alors, que risquent les contribuables qui ne seraient pas à jour? Que doivent faire ceux qui n'auraient pas encore reçu leurs avis d'imposition? Un abandon total des pénalités sera-t-il accordé cette année aux débiteurs d'impôts fonciers? Si oui, à quelles conditions? Voilà autant de questions que nous allons poser à Aboubakari Cissé, le directeur général adjoint des impôts. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve tout à l'heure pour une quinzaine de minutes d'échange. Merci beaucoup. À tout à l'heure, DGA. Le 54e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu hier samedi à Abuja au Nigeria. Cette session était consacrée entre autres à l'examen de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, à l'approbation du budget de la CEDEAO au titre de l'exercice 2019. À l'instar de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement, le président Alassane Ouattara était hier dans la capitale nigériane pour prendre part à ce sommet. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abola. Ils sont là, en grand nombre, ce samedi à Abuja. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y compris, en témoigne la photo de famille prise pour la circonstance. Tous, ce sont des chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale nigériane pour le 54e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une présence saluée par le président en exercice de la CEDEAO, Muhammadu Buhari, chef de l'État nigérien. Pour lui, c'est essentiel quant au succès de cette rencontre visant à prendre des décisions importantes face aux nombreux défis, notamment celui du terrorisme. En lui emboîtant le pas et précédant le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Ibn Chambas, dans cette même vision, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, est formel. La CEDEAO, selon lui, ne peut faire concrètement ce que l'on attend d'elle que dans la solidarité et la cohésion. Il s'agit pour nous de continuer à consolider notre union douanière et notre marché commun, de faire face à l'extrémisme et le terrorisme et de lutter efficacement contre les effets du changement climatique sur nos économies. L'emploi, notamment des jeunes, reste une priorité pour chacun de nos États membres. Comme par le passé, ces défis ne seront surmontés que dans la solidarité et la cohésion qui ont caractérisé notre organisation depuis sa création le 28 mai 1975. Les enjeux de cette rencontre sont nombreux, notamment la situation politique au Togo et pour le travail abattu, en plus de celui sur les questions politico-économiques dans la sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se dit fier non seulement du rôle de son compatriote Jean-Claude Brou en tant que président de la commission de la CEDEAO, mais aussi d'avoir participé à cette session.
Nous avons eu un excellent sommet et moi je dois dire toute ma fierté parce que les chefs d'État ont à l'unanimité félicité notre compatriote Jean-Claude, le nouveau président de la Commission, pour l'important travail qu'il a accompli, aussi bien sur le plan donc de l'organisation de la Commission, sur les questions économiques, les questions diplomatiques, les questions sécuritaires. C'est une grande fierté. Quand je l'ai proposé il y a un an, j'ai dit au chef d'État, je vous envoie un des meilleurs fils de Côte d'Ivoire. Et ils m'ont dit que j'avais raison et qu'il a transformé la commission. Les choses se passent très bien. Nous avons bien évidemment entrepris de regarder un certain nombre de dossiers délicats. Par exemple, le problème du Togo, la question de la Guinée-Bissau, la question de la lutte contre le terrorisme. Et sur toutes ces questions, nous avons fait des avancées importantes. Pour le président Alassane Ouattara, sa présence pendant 24 heures dans la capitale nigériane avec ses pairs pour ce 54e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est une des preuves que la communauté poursuit inlassablement sa marche pour le développement de ses pays membres. Pour information, c'est en début de matinée ce samedi qu'il a mis le cap sur Abuja, au Nigeria, pour sa participation à cette session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de reprendre la direction d'Abidjan quelques heures plus tard. Et pendant que se tenait ce sommet à Abuja, Dominique Ouattara, elle, donnait le sourire ici à Abidjan à plus de 3000 enfants. Transformés pour l'occasion en parc d'attractions géants, les jardins du palais de la présidence de la République ont reçu ces milliers d'enfants venus des 4 coins du district d'Abidjan pour recevoir des cadeaux des mains de la première dame de Côte d'Ivoire. Mahama Traoré y était pour RTI 1, son témoignage. C'est désormais une tradition. Chaque année, au mois de décembre, les jardins du palais présidentiel se muent en un géant parc d'attractions pour faire vivre la magie de Noël aux tout-petits. Cette initiative de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réuni cette année plus de 3000 enfants issus du district d'Abidjan et des localités environnantes. Invité d'honneur de l'édition 2018 de l'Arbre de Noël, la commune d'Anyama. Et c'est une enfant de cette cité qui a été chargée de traduire toute la gratitude des enfants de Côte d'Ivoire à la première dame Dominique Ouattara. Maman Dominique, vous êtes une maman unique, chaleureuse, généreuse et affectueuse. Chaque année, à la même période, vous nous apportez la lumière et la joie. Et pourtant, chaque édition est différente et davantage merveilleuse. Les enfants, vos enfants ici présents qui vous entourent et vous chérissent par ma voix, vous disent merci. À seulement 72 heures de la fête de Noël, le Père Noël lui fait déjà son apparition dans les jardins du palais présidentiel. Les mains chargées de cadeaux estampillés Fondation Children of Africa. Il a su apporter de la joie au cœur de tous les enfants présents. Ils ne seront pas les seuls à en bénéficier, assure la présidente fondatrice de Children of Africa. Chers enfants, vous êtes 3000 au total à avoir eu la chance d'être ici aujourd'hui pour profiter de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées. Pour nos chers enfants qui n'ont pu être présents cet après-midi et pour les enfants de l'intérieur du pays, nous avons prévu cette année encore des arbres de Noël éclatés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Au total, ce seront 15 000 enfants qui bénéficieront de l'arbre de Noël de la Fondation Children of Africa et qui repartiront chez eux les bras chargés de cadeaux. En plus des cadeaux, les enfants ont été égayés par un défilé et les artistes en vogue du moment. Un reportage de Mahama Traoré dans un récit d'Abiba Dambélé Saoué. Désormais, les médecins militaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite peuvent intégrer la fonction publique s'ils le désirent. Le projet de loi vient d'être adopté en plénière à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant statut des commissaires de justice et celui portant code de procédure pénale ont également été adoptés. On en sait plus avec notre reporter Moussa Konaté.
Les médecins militaires admis à la retraite peuvent désormais intégrer la fonction publique et continuer à exercer le métier de médecin. Le projet de loi relatif à l'engagement des médecins militaires à la retraite dans la fonction publique est adopté en plénière. Les 158 députés présents ont aussi adopté le projet de loi portant statut des commissaires de justice. À l'époque, on avait les commissaires de prison et les huissiers de justice. Et j'ai trouvé que les deux faisaient pratiquement la même chose, même s'il arrivait de fois où certains marchaient sur les plans des autres. Aujourd'hui, c'est une fusion qui est demandée pour que ces deux professions se mettent ensemble. Le statut de médecin militaire, pour aller à la retraite dans leur corps, il fallait avoir 57 ans. Après 57 ans, le gouvernement s'est rendu compte qu'au-delà de 57 ans, ils peuvent encore prêter leur service à la nation. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de voir dans quelle mesure ceux-là on peut les rappeler. Objet de débat à la dernière séance plénière, le projet de loi portant code de procédure pénale est enfin adopté après des propositions d'amendement. L'article 69, à la lecture duquel, dans le projet initial, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'adapter cet article aux exigences du règlement de l'UEMOA, le règlement numéro 5, qui régente la profession d'avocat. Et dans ce règlement, il est indiqué clairement que le cabinet d'avocat est inviolable. Il est également indiqué que les perquisitions dans un cabinet d'avocat doivent se faire selon des modalités. Il s'agissait pour nous donc de placarder, pour rester conforme donc à notre constitution, de placarder, de transposer cette disposition communautaire de notre droit positif interne. La révision du code de procédure pénale s'inscrit dans le cadre de la réforme judiciaire initiée par le gouvernement. Il s'agit de conformer les institutions judiciaires du pays aux normes internationales. Le comité régional de pilotage du SWED, le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, a organisé récemment en partenariat avec la Banque mondiale et l'UNFPA un forum de partenariat public-privé. Ce forum s'est tenu les 17 et 18 décembre dernier ici même à Abidjan. Il avait pour objet de susciter la mobilisation de ressources en faveur du dividende démographique au Sahel. On en sait plus avec Nadia Idja et Justine Seydjike. Maîtriser l'évolution de la population pour une population active plus nombreuse afin de produire plus de richesses et réduire les inégalités, c'est l'objectif du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWID, initié depuis 2015. Au nombre des acquis de ce projet, la réduction de la mortalité infantile et un meilleur accès de la fille à l'éducation. Des progrès qui suscitent son extension à 11 pays après sa mise en œuvre dans 6 pays. Puis arriver des investissements sont nécessaires, d'où l'initiative de cette rencontre régionale entre acteurs publics et privés pour la mobilisation de fonds. Il permettra aux acteurs du secteur privé, acteurs essentiels du développement économique, de partager des idées et actions pouvant appuyer l'opérationnalisation des activités. Partenaire du SWID, l'Organisation des Nations Unies pour la population insiste sur le rôle majeur des communautés dans la réalisation de ce projet. Et je voudrais insister sur le rôle des communautés. Ce sont des acteurs incontournables. Ce sont les acteurs sans lesquels aucun progrès n'est possible, surtout lorsqu'il s'agit de questions qui nous réunissent ici. Pour le pays hôte, la transition démographique ne peut se faire sans une réelle implication de la femme. L'amélioration substantielle du dividende démographique est un passage obligé pour nos pays en développement, car, comme l'indique la Banque mondiale en 2014, investir dans les femmes revient à investir dans l'avenir de l'Afrique. En outre, investir dans le genre pour la transformation est indispensable pour promouvoir l'égalité des chances et pour obtenir des résultats tangibles en matière de développement. Le projet SWID s'inscrit dans l'agenda 2063 de développement de l'Union africaine. Il reste une étape importante dans l'atteinte des objectifs de développement durable.
Le 8 décembre dernier, la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision a célébré la toute première promotion des experts et expertes en ingénierie du genre. Des experts qui ont pour principale mission d'accompagner la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité afin de corriger les insuffisances et améliorer les indicateurs en matière de genre. C'est ce que nous disent Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Détecter des cas de discrimination basés sur le genre, les analyser et apporter des réponses, c'est ce à quoi ces experts en ingénierie du genre ont été formés 9 mois durant par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Ces experts, 33 au total, sont issus de divers domaines d'activité. Leurs diplômes et signes distinctifs leur ont été remis en présence des décideurs nationaux et internationaux. On peut avoir la volonté, comme on l'a au niveau du président de la République et au niveau du gouvernement, mais si les experts ne sont pas là pour trouver ce qu'il faut corriger, je pense qu'il y aura un souci. Ces experts sont mis en mission pour aider le pays aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé à améliorer les indicateurs en matière de politique du genre. Je compte impacter le domaine de toute la région de la Niébi-Tiassa. Je veux intégrer le genre de sorte que cet outil nous permette de prendre en compte les injustices sociales qui existent déjà. Nous, en tant que gestionnaires de projets sociaux, cet outil va nous aider à concevoir des projets, des programmes de développement qui puissent véritablement impacter sur la vie des bénéficiaires. C'est à nous de faire passer le message en allant un peu sur le terrain et en menant des actions claires et concrètes pour indiquer ce que c'est que la promotion du genre et que ce n'est pas une affaire d'égalité homme-femme, mais que c'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus important que ça, et que c'est la voie royale pour l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Le concept du genre n'est pas une simple question d'équité et de justice sociale. Une étude récente de la Banque mondiale a révélé que la réduction des discriminations à l'encontre des femmes en Côte d'Ivoire pourrait améliorer l'économie et accélérer le développement. Eux sont experts dans un tout autre domaine. Au nombre de 70, ces Ivoiriens spécialistes des questions de développement en rapport avec la démographie sont réunis depuis ce jeudi à Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Ils tentent de trouver les bonnes stratégies pour permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer son développement en s'appuyant sur l'une de ses forces que constitue sa jeunesse. Les précisions de Serge Collier. Comment faire de la jeunesse ivoirienne le pilier du développement de la Côte d'Ivoire? La question est au centre de cette rencontre entre les acteurs ivoiriens des questions de développement en rapport avec la croissance démographique. L'initiative est du ministère du Plan et du Développement à travers l'Office national de la population. Le dividende démographique, c'est en fait la transformation de la forte population jeune en facteur de croissance pour favoriser, j'allais dire, l'augmentation de l'épargne, de l'investissement donc, et stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations. En Côte d'Ivoire, selon l'étude démographique et de santé de l'année 2012, 4 individus sur 5 sont âgés de moins de 35 ans. D'où l'élaboration de la nouvelle politique nationale de population 2015-2025 pour mieux bénéficier du dividende démographique. Plus vous avez de la jeunesse dont il faut s'occuper, plus il faudra dégager des ressources pour les éduquer, des ressources pour les soigner et dégager également des ressources complémentaires pour faire des investissements. Si vous ne maîtrisez pas effectivement toutes ces questions, il va de soi que en termes de pilotage de votre développement, c'est comme si vous naviguez à vue. Est-ce qu'une personne sans emploi peut efficacement prendre soin d'une dizaine de progénitures? Ce sont des questions auxquelles aujourd'hui il faut répondre avec beaucoup de courage et de détermination. Et l'initiative de l'ONP est à appuyer parce qu'il nous permet de réfléchir à la source des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, qui est une démographie galopante aujourd'hui au niveau des pays d'Afrique subsaharienne. La rencontre de Grand-Bassam vise à élaborer les stratégies nécessaires pour faire de la forte population jeune un facteur important de la croissance économique. Elle va surtout permettre de valider la feuille de route du dividende démographique de la Côte d'Ivoire. Une feuille de route qui devrait être en adéquation avec celle de l'Union africaine dont le thème est
tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. De Bassam, allons-y maintenant à Anyama. La cité de la Kola est en fête. Les populations sont heureuses et pour cause, l'hôpital général de la ville bénéficie désormais d'un château d'eau, de quoi apporter une réponse aux difficultés d'approvisionnement en eau de cet hôpital. C'est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a procédé vendredi dernier à la remise officielle du château. Reportage Sephora Zegui dans un récit de Salima Toudia. Avant là, vraiment on a des problèmes. Problèmes d'eau. Problème de courant, souvent 2 ou 3 jours, c'est coupé. Si les malades sont couchés, vraiment, ça ne va pas. Avant, il y avait les coupures d'eau, d'électricité et puis le problème de matériel. Ces problèmes évoqués par les usagers de l'hôpital général d'Anyama ne sont plus que de vieux souvenirs. Un château d'eau et des équipements biomédicaux viennent d'être offerts par Brassivoire. Un don qui vient ainsi améliorer l'équipement des services de gynéco-obstétrique et du bloc opératoire de cet édifice sanitaire. Cet engagement vise, dans un premier temps, à répondre aux difficultés d'approvisionnement en eau potable et, dans un deuxième temps, à améliorer l'équipement des services de gynéco-obstétrique et du bloc opératoire de l'hôpital général d'Anyama. Cette réhabilitation contribuera fortement au renforcement des capacités de prise en charge des malades, tout en développant qualitativement l'offre des soins de santé au profit des populations. Au nom du gouvernement, à Kaolé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a traduit les remerciements du gouvernement aux donateurs. Aux responsables de l'hôpital, il demande que ces équipements biomédicaux soient bien entretenus. Cet hôpital donc de Anyama, doté aujourd'hui d'un château d'eau superbe, doté de matériels biomédicaux, doit être une fierté pour la commune d'Anyama. Il importe qu'il soit maintenu dans un état de fonctionnalité optimale pour le bien-être des habitants. Ces équipements biomédicaux et le château d'eau de 12 mètres cubes qui impulsent un nouveau souffle à l'hôpital général d'Anyama, inauguré en 2001, sont d'un coût global de plus de 103 millions de francs CFA. Et pour rester dans la même veine, sachez que des dizaines d'agents de santé viennent d'être décorés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont ambulanciers, aides-soignants, secrétaires médicaux, chauffeurs ou même liftiers et ont passé plus de 20 années de service dans les structures sanitaires publiques. Ils ont reçu les mérites professionnels du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Occasion pour le ministre Janaka Ouélé de remettre leur diplôme de fin d'études à la centaine d'étudiants des 2 premières promotions de l'Institut de formation des agents de santé. Venons-en maintenant à cette caravane nationale de sensibilisation organisée par la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités. Une caravane pour inciter les populations à éviter les comportements nuisibles. La reconversion des mentalités, un atout pour la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Et voilà le thème de cette première édition. Quel en est le bilan? Christ Diomondé et Franck Quadio ont posé la question aux organisateurs. L'insalubrité, source de maladies, les violences physiques dans nos quartiers, l'immigration clandestine, le non-respect de l'heure, les vols. La liste n'est pas exhaustive, celle des maux qui minent notre société. Des observateurs sociaux notent même une recrudescence des actes d'incivisme et de non-citoyenneté. Réunis au sein de la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités, JPREM, plusieurs associations de jeunes veulent influencer positivement les habitudes. La méthode, sensibiliser les populations à travers une caravane nationale pour le changement des comportements. Une caravane commencée par le district d'Abidjan. Pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, il faut reconvertir les mentalités. Il faut sensibiliser pour changer les comportements qui certainement nous éloignent de nos objectifs. Il faut former cette jeunesse. Et c'est ce que nous avons fait dans la caravane. Partout nous sommes passés et je suis très content parce que le message est passé. Pour cette caravane, plus de 25 structures sollicitées pour la mission dans plusieurs communes d'Abidjan, Abobo, Port-Boué et Yopougon, entre autres, une initiative à encourager. Nous devons inculquer à notre jeunesse l'amour du prochain. Nous devons nous asseoir et discuter. Nous devons éviter la violence. Nous devons éviter des propos à emmener la Côte d'Ivoire à s'embrasser. C'est très important. Et nous devons avoir le souci de l'heure, de la propriété. Nous devons être là où il faut, dans un esprit de civisme, mais dans un esprit d'amour pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire nouvelle est possible avec des Ivoiriens nouveaux, selon le président de la jeunesse pour la reconversion des mentalités. Pour cela, le collectif des leaders de la JPREM se donne comme vision
offrir aux Ivoiriens des raisons d'espérer un espoir porté sur le changement des mentalités. Eux passeront ces fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Ils sont deux, spécialisés dans l'arnaque des producteurs de café cacao dans la région de San Pedro. Leur mode opératoire, se faire passer pour des commerciaux d'entreprises exportatrices de cacao avant de détourner les produits à leur profit. Et s'ils l'ont réussi pendant plusieurs années, cette fois, la chance a tourné. La police vient de les interpeller alors qu'ils étaient sur le point d'encaisser un chèque de 19 millions de francs CFA. Suivant la correspondance de Sam Conan. Ces deux individus passeront les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Eux qui ont passé tout leur temps à narquer des producteurs de café cacao dans la région de San Pedro. Alors, comment ces individus opéraient-ils? Les mises en cause sont des individus qui, bien avant l'ouverture de la campagne du cacao, vont vers les coopératives agricoles. Et ces personnes s'y font passer pour des commerciaux de sociétés exportatrices des fèves de cacao. Et sur cette base-là, et par des manières frauduleuses, arrivent à convaincre les planteurs de leur donner le cacao. C'est ainsi que, toujours sur la base de ces documents frauduleux-là, ils arrivent à décharger ce cacao-là dans les sociétés exportatrices des fèves de cacao. Et par la suite, une fois qu'ils arrivent à faire décharger ce cacao-là, ils reçoivent des chèques, et cela toujours sur la base de manœuvres frauduleuses. Après avoir détourné 49 tonnes de fèves de cacao, ces deux individus s'apprêtaient à encaisser le reste des chèques quand ils ont été surpris par la police en pleine banque. Ils sont rendus dans une banque de la place pour encaisser ces chèques-là. Il faut dire que la veille de leur arrestation, ils avaient réussi déjà à encaisser un chèque d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Et c'est le deuxième jour, ils n'ont pas eu cette chance-là, que nous avons réussi à les interpeller. Pendant qu'ils s'apprêtaient à encaisser le deuxième chèque qui était d'une valeur de 19 millions de francs CFA. Ces deux individus seront rejoints en prison par ce présumé braqueur qui vient d'être pris par la brigade anticriminalité. Nous venons d'appréhender un individu appartenant à un gang de 5 personnes. Déjà le 28 octobre, ils ont dépouillé un commerçant sur l'axe Grand Bérébu d'Obo. Ils l'ont dépouillé de la somme de 6 millions, plus 2 portables. Le 2 novembre, ils ont dépossédé 2 acheteurs de cacao sous la menace de leurs armes de la somme de 28 millions de francs CFA. D'après ce présumé braqueur, ce véhicule de type 4x4 a été acheté avec l'argent braqué. Il a été mis sous scellé par les éléments du préfet de police, Seydou Ouattara. Nous sommes en décembre et chaque année, dans ce même mois, l'Église catholique célèbre le dogme de l'Immaculée Conception. Contrairement à l'opinion courante, ce dogme ne signifie pas la conception virginale de Jésus par Marie, mais le privilège divin selon lequel la Vierge Marie est née, préservée du péché originel. De nombreuses paroisses proposent des célébrations pour la fête de l'Immaculée Conception et Moussa Konaté était à Notre-Dame de l'Incarnation. Paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. Prières, chants et célébration de l'Eucharistie ce samedi 8 décembre. Moment d'affirmation de la foi. Occasion aussi pour les fidèles chrétiens de célébrer Marie, Mère de Dieu, en ce jour marquant la fête de l'Immaculée Conception. La fête de l'Immaculée Conception est pour les chrétiens catholiques un appel à la sainteté et à témoigner de la bonté de Dieu. Marie l'a bien compris. Elle l'a tellement bien compris qu'elle a laissé tout le mystère du salut se réaliser à travers sa personne et se dévoiler progressivement. Nous devons donc à sa suite, si ce n'est pas pour chanter son cantique d'action de grâce, laisser se dévoiler dans nos personnes ce que Dieu veut révéler au monde. L'Église catholique célèbre l'Immaculée Conception le 8 décembre de chaque année depuis 1854, date de la proclamation de ce dogme par le pape Pie IX. Tous les groupes, associations et mouvements à vocation mariale prient donc pour la paix et confient la Côte d'Ivoire à la Sainte Vierge. On fait la neuvaine à l'Immaculée Conception parce qu'il y a déjà un message qui a été donné depuis des années à Sainte Bernadette. Et comme nous sommes dévots de la Sainte Vierge à travers les pas de Bernadette, nous croyons que nous devons nous aussi
avoir la vocation à être immaculée. De tous les chrétiens, seuls les catholiques reconnaissent le dogme de l'Immaculée Conception. Ils intercèdent auprès de Marie, pleine de grâce, pour être à la hauteur de la volonté de Dieu qui appelle le chrétien à le suivre et à lui ressembler. En bref et en image, un tsunami a déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien de la Sonde à la suite d'une éruption volcanique, semant la panique parmi les touristes et les habitants. Un dernier bilan fait état d'au moins 222 morts, 843 blessés et 28 personnes portées disparues. Le bilan est toujours provisoire et les dégâts sont considérables sur cette partie du littoral. En 2004, un tsunami provoqué par un séisme de magnitude 9.3 au large de Sumatra avait tué 220 000 personnes sur les côtes de l'océan Indien, dont 168 000 en Indonésie. Nous sommes à présent dans le magazine du dimanche. Notre invité aujourd'hui est le directeur général adjoint des impôts, M. Aboubakari Cissé. Il est installé. Nous allons entamer notre échange dans 2 petites minutes. Le temps pour nous de suivre cet élément vidéo. Des nouvelles qui devraient réjouir les populations ivoiriennes assujetties à l'impôt foncier. La Direction générale des impôts annonce une mesure exceptionnelle d'abandon total des pénalités lorsque les contribuables soldent leurs arriérés avant le 31 décembre 2018. Lorsque vous venez payer votre impôt, c'est-à-dire lorsque vous avez des arriérés d'impôts que vous avez cumulés sur une certaine période, peu importe la période, et qu'il y a des pénalités qui se sont ajoutées à ces arriérés, lorsque vous venez payer la totalité de vos arriérés, je dis bien la totalité, ce n'est pas la moitié ni le quart, vos pénalités sont abandonnées. C'est une mesure de faveur que la Direction générale offre en cette fin d'année à tous les contribuables. Mieux, la Direction générale des impôts a décidé de réduire le taux d'imposition des maisons en location. Le taux de 15% prévu pour cette catégorie d'impôts passe à 12% de la valeur locative. Pour les maisons données en location, l'impôt sur le patrimoine foncier, qui était de 11%, est passé à 9%. Et l'impôt sur le revenu foncier, qui était de 4%, est passé à 3%. C'est la somme des deux qui nous donne 12% au lieu de 15%. Ultime mesure d'encouragement au civisme fiscal qui vient s'ajouter à plusieurs autres dispositions et exonérations fiscales déjà mises en œuvre au profit du contribuable, dont notamment l'abattement de 25% du montant de l'impôt consenti pour les PME pour les 2 années qui suivent leur création. Rappelons que l'objectif de recette d'impôt foncier pour 2018 est de 101 milliards de francs CFA. Alors, merci, monsieur le directeur général adjoint. Merci d'être sur notre plateau. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'impôt foncier? Alors, il faut dire simplement, avant de commencer à poser les différentes questions, de remercier la direction générale de la RTI, de nous donner l'opportunité, à la direction générale des impôts, chaque fois que nous avons besoin de vos services, de nous offrir ce plateau, ce merveilleux plateau. C'est avec plaisir. Pour parler de l'impôt, pour sensibiliser nos concitoyens. Je voudrais aussi remercier le secrétaire d'État, secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État, le ministre Sanogo, de nous avoir permis de venir sur ce plateau, sans oublier bien sûr mon directeur général, M. Ouattara Siabo. En tout cas, nous sommes heureux, nous sommes contents d'être là. Merci d'être là. L'impôt foncier, c'est quoi et qui doit le payer? Alors, il faut retenir simplement que l'impôt foncier, c'est la contribution foncière de tout propriétaire d'une maison et de terrain nu. Tout simplement. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes redevable de l'impôt foncier. Vous êtes propriétaire d'un terrain nu, vous êtes redevable de l'impôt foncier. C'est votre contribution foncière. D'accord. Et la souscription des déclarations foncières, est-ce qu'elle est toujours obligatoire pour tous les contribuables? Elle est obligatoire. Il faut souscrire du 1er octobre au 15 novembre pour les personnes physiques. Et pour les entreprises, vous avez jusqu'au 15 février pour faire les déclarations foncières. Et il faut faire une déclaration chaque fois aussi que l'immeuble soit vendu, soit que l'immeuble est amélioré. Il y a un changement dans la consistance de l'immeuble, il faut faire une déclaration. À quelle date exactement il faut payer? Alors, pour les personnes physiques, pour les personnes morales également? Les personnes physiques, c'est en 4 tranches, selon les 4 trimestres de l'année. Donc fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. Pour les personnes morales, c'est en 2 échéances. Vous avez fin mars et fin juin. D'accord.
Et quelqu'un qui n'a pas reçu, par exemple, son avis d'imposition, son avis d'impôt foncier, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit payer? Comment lui, il fait? Alors, dès lors que vous avez déjà déclaré votre bien, dès lors que vous êtes dans le fichier de la Direction générale des impôts, vous devez savoir que chaque année, un avis d'impôt est émis. Si pour une raison ou une autre, l'administration n'a pas pu faire parvenir votre avis d'impôt à votre domicile, il pèse sur vous le devoir d'aller réclamer votre avis d'impôt et d'acquitter votre cotisation. Alors, c'est vrai que les impôts doivent nous délivrer notre avis d'impôt foncier, mais si ce n'est pas fait, c'est à nous, les contribuables, réclamer votre avis d'impôt foncier, parce que dès lors que vous êtes dans la base, chaque année, automatiquement, votre avis d'impôt foncier est édité, à moins que vous ayez peut-être vendu le bien et qu'il ait eu une mutation de propriété. D'accord. D'accord. Bon, je prends un cas précis. Quelqu'un qui n'a pas reçu, moi, par exemple, est-ce que je dois payer l'impôt foncier d'un terrain qui est situé en zone urbaine pour lequel je n'ai pas encore d'acte officiel? Je n'ai pas encore d'ACD, par exemple, ou de certificat de propriété. Est-ce que je dois payer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le critère géographique n'a aucune incidence sur le paiement de l'impôt. D'accord. Que vous soyez dans un village, que vous soyez en ville, dès lors que vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un terrain, vous devez payer, vous devez acquitter votre impôt foncier. Même sans acte officiel. Maintenant, la notion du redevable est liée à la notion de possession. Vous êtes propriétaire lorsqu'au terme de la loi, vous êtes propriétaire lorsque vous avez un titre foncier définitif, vous avez un ACD. Mais si vous êtes possesseur, c'est-à-dire vous exercez un droit de propriété sur le bien, même avec une attestation villageoise, vous êtes redevable de l'impôt foncier. Si vous profitez déjà des bénéfices du bien. Du bien, tout à fait. D'accord, ok. Et moi, je suis par exemple originaire d'un village qui est situé en pleine ville. Ici à Abidjan, il y a des villages. Prends le cas d'Anono, par exemple. Je suis d'Anono ou Adjamé village. Est-ce que je dois payer l'impôt foncier? Si oui, pourquoi? Encore une fois, comme je l'ai dit, Hamza, le critère géographique n'a aucune incidence sur le paiement de l'impôt. Que vous soyez dans un village, que vous soyez dans un hameau. Et que le village soit à l'intérieur d'une ville. Dès lors que vous tirez les bénéfices, un avantage quelconque d'un bien, un terrain bâti ou un terrain nu, vous êtes redevable d'impôt. Seulement, le cadastrage de la Côte d'Ivoire n'est pas totalement réalisé. Vous avez des villages qui ne sont pas cadastrés. Ça dit qu'il faut des travaux préalables avant d'imposer. C'est pour cela que vous avez des endroits où il n'y a pas encore d'impôt. Mais il faut pouvoir déclarer son impôt et le payer dès lors que vous répétez les critères que je viens de dire tout à l'heure. Et bien sûr, quand on sait que tous les villages ici à Abidjan bénéficient de cadastre déjà. Tout à fait. D'accord. Et si je suis propriétaire d'une cabane que je mets en location, qui est par exemple située dans un quartier précaire, qu'est-ce qu'il en est? Alors, parce que là, il faut... Si vous êtes propriétaire d'une cabane et que vous habitez vous-même cette cabane, que vous ne tirez aucun revenu de cette cabane, en raison de la mission sociale de la DGI, de la mission sociale de ce qu'est la fiscalité, vous n'êtes pas passible de l'impôt foncier, compte tenu de la situation de précarité. Mais si vous avez des cabanes que vous mettez en location et que vous tirez des revenus, vous êtes obligé de payer la part de l'État, vous êtes redevable de l'impôt foncier. Mais si je la mets en location, cette cabane, je paye. Vous payez puisque vous tirez des revenus de cette location. D'accord. Et si j'hérite d'une maison de mes parents avec des arriérés d'impôts, qu'est-ce que je fais? Le principe de l'héritage, c'est que vous héritez de l'actif et du passif. Et du passif, oui. Si vous acceptez l'actif, il faut accepter le passif. Donc vous héritez aussi des arriérés d'impôts. Mais vous venez de le dire tout à l'heure, et l'élément filmé l'a indiqué, il y a un abattement total sur les arriérés poussés des contribuables qui viendront acquitter leur impôt avant la fin de l'année 2018. Justement, revenons à cet aspect. On sait que tous les ans, depuis 3 à 4 ans à peu près, la Direction générale des impôts fait des faveurs. Il y a des mesures d'incitation, comme chaque année, il y a des mesures d'incitation pour permettre à certains de bénéficier de certaines faveurs. Est-ce que moi, en tant que contribuable, je ne vais pas attendre fin décembre pour essayer de bénéficier de toutes les faveurs que la DGI fait aux contribuables? Alors, ça, c'est une bonne question, parce que vous avez remarqué que pendant ces 4 dernières années, il a été consenti un abattement de 25%. 25%. Sur les cotisations de ceux des contribuables qui payaient avant la fin de chaque année. Mais le critère essentiel d'une mesure incitative, c'est qu'elle doit être limitée dans le temps. Quand elle n'est pas limitée dans le temps, ce n'est plus une mesure incitative. Et c'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu tendre la perche aux populations en réduisant les taux
Vous avez vu dans l'élément tout à l'heure que quand vous mettez une maison en location, le taux qui était de 15% est passé à 12%. Et quand vous habitez votre propre maison, le taux qui était à 4% est passé à 3%. 3%. Et ça, ce sont des mesures très importantes, des mesures véritablement sociales que l'État a consenties à l'endroit des populations. À partir de ce moment où les taux sont réduits, vous voyez qu'il n'y a plus nécessité de constater des abattements. Mais ceci étant, il a été quand même consenti un abattement total des pénalités pour ceux qui paieront avant la fin de l'année. Un abandon de pénalité pour ceux qui paieront avant et ceux qui ont payé déjà depuis le départ. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Vous savez qu'aujourd'hui, la Direction générale des impôts évolue pour aller vers la notion de consentement volontaire à l'impôt. Nous avons des États où la culture fiscale n'est pas très bien imprégnée. C'est un processus. Et dans ce processus, il faut beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup d'explications, il faut beaucoup de compréhension. Et d'ailleurs, pour cela, vous savez, au sein de la Direction générale des impôts, notre direction de la communication est devenue direction de la communication et de la promotion du civisme fiscal. Aujourd'hui, dans les manuels scolaires de nos enfants, à l'école primaire, les notions d'impôt sont enseignées pour former l'Ivoirien à la notion de l'impôt, pour habituer l'Ivoirien à la notion de l'impôt. Et donc, pour ce que nous faisons, c'est vrai, ceux qui ont payé l'ont fait et nous les félicitons, ce sont de très bons citoyens, mais dans toujours cette quête de promotion et dans le but d'amener l'Ivoirien à consentir volontairement à l'impôt, nous faisons toujours des mesures. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez remarquer que désormais, chaque année, l'Ivoirien systématiquement va demander son avis d'impôt. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. C'est dû qu'il y a une amélioration au niveau des mentalités. On va donc retenir que les mesures d'abattement sont transformées en réduction de taux. En réduction de taux, d'accord. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui des cotisations foncières? Et quel est le niveau des réalisations de l'impôt foncier par rapport à l'objectif de cette année? Nous sommes le 23 décembre. Oui, alors ce qui a été dit tout à l'heure dans l'élément, c'est que si un objectif de 101 milliards, nous sommes pratiquement à 95% de recouvrement. C'est dire qu'avec un peu d'effort, l'objectif pourra être atteint. En 8 jours, ça pourra être atteint. Ça pourra être atteint. Et je profite aussi pour dire que des mesures exceptionnelles sont mises en place au niveau des directions régionales pour accueillir le flux de contribuables qui viendront bien acquitter leur impôt en termes de facilité, en termes d'accueil, pouvoir recevoir tout le monde. Et justement, pour éviter les rangs, il y a des facilités qui sont faites. Il y a le e-portail, par exemple. Voilà, merci de nous donner cette opportunité. Aujourd'hui, vous pouvez payer votre impôt foncier, vous pouvez payer votre impôt synthétique directement via le mobile, que nous appelons DGI mobile. Vous faites rentrer un certain nombre de paramètres. Automatiquement, vous avez votre situation fiscale. Vous payez comme si vous faites un transfert d'argent. Et automatiquement, votre compte est réglé et vous êtes à jour de vos impôts. D'accord. Dites-nous, monsieur le directeur général, est-ce que vous avez des difficultés à recouvrer certains impôts? Alors, il est évident qu'il y a toujours des difficultés à recouvrer. Nul ne paye volontairement, nul ne dépense volontairement. Mais je pense qu'il est possible de payer l'impôt avec le sourire. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons à la notion de consentement volontaire à l'impôt. Alors, il y a des difficultés. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous saluons la RTI, parce que chaque fois que nous avons eu besoin de la RTI, elle a été présente. Et c'est l'intérêt de ma présence sur le plateau, pour en appeler aux populations. La notion d'impôt est liée à la notion du contrat social. Les citoyens doivent donner à l'État les moyens d'assurer leur bien-être. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la ville d'Abidjan, quand vous allez dans les villes de l'intérieur, vous voyez véritablement qu'il y a un véritable développement, il y a un véritable progrès. Le cadre de vie s'est considérablement amélioré. Donc la question de la redevabilité de l'impôt est une notion évidente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais derrière, tous ceux qui cotisent pour que nos villes soient propres, pour que notre cadre de vie soit assaini, il appartient à chacun de faire sa part. Bien sûr. Dès lors que les autres font la part et que vous bénéficiez, quelque part vous devez avoir la conscience qui vous gronde. Chacun doit mettre la main à la pâte. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Dites-nous un mot donc sur la patente transport, l'impôt synthétique, la vignette, et puis surtout la formule des contrôles sur les établissements de nuit. Oui. Alors dans cette fin d'année, il est évident que la Direction générale des impôts, pour une question d'égalité de l'impôt, des citoyens devant l'impôt, il est tout à fait normal. Il est moral que chacun acquitte sa part, que chacun acquitte sa contribution. À cette fin d'année, nous demandons à toutes les populations de venir vers nos recettes pour acquitter leur impôt. Parce que derrière, nous allons faire des contrôles sur les établissements de nuit. D'accord. Notamment sur les droits sur les licences. Les licences sur les boissons. Nous allons faire des contrôles sur la situation fiscale des établissements de nuit. Nous allons faire des contrôles sur les patentes de transport.
Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des transporteurs qui n'ont pas quitté leur formule de patente. Et cela, nous estimons que, après avoir laissé toute l'année, il est bon que ces personnes viennent. Mais en venant spontanément, en raison de votre bonne foi, il peut y avoir des abandons de pénalités. Et c'est une invite aux populations, une invite aux transporteurs, une invite aux établissements de nuit. Aux commerçants. Et nous allons terminer en 20 secondes. Parlez-nous des sanctions. Alors, vous savez, la Direction générale des impôts, de plus en plus, nous n'aimons pas tellement les sanctions, parce que nous estimons qu'il faut continuer ce travail de pédagogie. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile. Mais si je ne paye pas, maintenant, il est évident qu'à un moment donné, il va falloir élever un peu le ton. Vous savez, quand quelqu'un élude son impôt foncier, vous pouvez avoir une peine de prison de 1 à 2 mois, avec une amende qui peut aller de 500 000 à 30 millions. Dans le cas de récidivistes, vous pouvez avoir une amende de 1,5 million à 100 millions, avec une peine de 1 à 2 mois de prison. Et ce qui est encore qu'il faut noter, c'est que le prononcé de votre jugement doit paraître dans un journal, un quotidien très lu, au moins 4 quotidiens pendant une semaine. Vous voyez l'opprobre que cela peut jeter sur un citoyen, sur sa famille, sur son environnement. Il faut payer son impôt. Dans certains pays, éluder l'impôt est une trahison à la nation. Merci. Monsieur Cissé, merci Monsieur Cissé. Aboubakari Cissé, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint des impôts. Pendant un quart d'heure, nous avons parlé donc d'impôts fonciers. Qui doit s'en acquitter? Comment? Et surtout, quand doit-on s'en acquitter? Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction. Fin de l'entretien, fin de ce 13h. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à le préparer et à toute l'équipe technique. Merci à Jean-Jacques Kwame, Aurélia Drokula. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Bon dimanche sur RTI. Merci.